Haïti est un pays essentiel dans l'histoire mondiale, dans l'histoire universelle. Il y a un avant et un après le 1er janvier 1804. Il y a même un avant et un après le 14 août 1791. Je pense que c'est important pour nous resituer dans la question du panafricanisme, de rappeler que le panafricanisme est né à l'extérieur de l'Afrique. Il est né dans la diaspora, plus particulièrement dans la Caraïbe. Et il est le résultat des résistances des Africains qui ont été déportés, qui ont été arrachés de leur continent, qui ont été racialisés, esclavagisés, et qui vont reconstruire leur humanité. Alors la particularité de Saint-Domingue, comme on l'appelait à l'époque, c'est que c'est la colonie qui était dite la plus riche du Nouveau Monde, mais c'était également celle qui accueillait, en tout cas l'une de celles qui accueillait le plus grand nombre d'Africains déportés. Et donc, on a eu une énorme concentration d'Africains déportés à Saint-Domingue, qui fait que ce territoire-là a été fondamentalement imprégné, marqué par le sang, la sueur des Africains et des Africaines. Donc ça, c'est un premier élément, je dirais, l'élément démographique. On est dans une Amérique qui a été colonisée, qui a été vidée de sa population originelle, et les Africains vont jouer un rôle moteur dans le repeuplement de toute cette partie du monde, contre leur gré évidemment, mais aussi dans des mécanismes de résistance. Donc le fait qu'il existe aujourd'hui une nation haïtienne, un peuple haïtien, et d'autres peuples également afrodescendants, s'inscrit justement dans cette résistance démographique et biologique importante. Un autre élément, c'est que la présence massive d'Africains déportés en Haïti fait que nous avions des hommes et des femmes qui n'étaient pas uniquement de la force de travail. Ils étaient porteurs de culture, ils étaient porteurs de valeurs, ils étaient porteurs de visions et d'idéaux. Et ces visions, ces idéaux, ces valeurs, ces cultures sont constitutives, je dirais, de l'archéologie, de l'identité, de la nation haïtienne et je dirais même plus loin caribéenne. Ils sont évidemment mélangés avec d'autres influences d'Europe, d'Amérique, d'Asie, mais le cœur africain de cette identité me semble fondamental. Pourquoi ? Parce que nous parlons de colonies, et les colonies n'avaient à l'époque d'intérêt que dans le contexte de leur mise en valeur économique. Ce qui veut dire que l'objectif des Européens n'était pas de produire une culture, mais de produire une économie coloniale, une économie de plantation, de prédation et de rente. En revanche, les Africains, donc nos ancêtres qui ont été déportés, étaient porteurs d'une culture. Et ce sont eux qui vont, en grande partie, être ce qu'on pourrait appeler la base et même la superstructure de la culture haïtienne ou de la culture caribéenne, voire de la culture américaine. Cela veut dire une chose, au 19e siècle, va se développer donc en Haïti un mouvement très important autour donc de l'identité noire, autour de ce qui sera plus tard la négritude. Et cette identité va prendre en référence l'Afrique, ce qui fait que au XXe siècle, lorsque les anthropologues travailleront sur les sociétés de la Caraïbe, qui mettront en place ce qu'on appelle une échelle des africanismes, ils vont constater très rapidement que Haïti est le territoire dans lequel il y a le degré de rétention des éléments culturels africains les plus importants. Autrement dit, ce qu'on appelle les africanismes, c'est-à-dire les survivances culturelles africaines à l'extérieur de l'Afrique, sont particulièrement importantes en Haïti. Et donc, étymologiquement, anthropologiquement, le panafricanisme, c'est l'ensemble de toutes les survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Et Haïti est richement doté, historiquement et culturellement, de ses influences et de ses références. Donc, anthropologiquement, il y a une base du panafricanisme qui est en Haïti. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, nous avons effectivement la révolution haïtienne, qui est, comme vous devez le savoir parfaitement, la seule révolution menée par des esclavagisés qui donne naissance à un État moderne et contemporain. Il n'y en a pas deux dans l'histoire, il n'y a que Haïti. C'est pour ça que Haïti est un événement. Un événement dans l'histoire, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant.
Et jusqu'à présent, un second Haïti ne s'est jamais produit. Il y a eu la révolution cubaine, il y a eu quelques endroits comme ça où le monde a basculé, mais Haïti, c'est vraiment le point de rupture et l'apparition de ce qu'on appelle les damnés de la terre qui prennent leurs responsabilités. L'indépendance d'Haïti en 1804 se fait aussi dans un contexte de résistance et d'affrontement vis-à-vis donc des Français, des Anglais, des Espagnols dans les années précédentes, qui permet de comprendre que lorsque le colon, lorsque le dominateur est lui-même divisé, notre unité, notre union fait précisément notre force. Et c'est précisément cette notion d'unité, d'union, d'unité dans la diversité et d'union qui fait la force, qui est aussi bien la devise d'Haïti, mais également du panafricanisme. On arrive ensuite effectivement très rapidement en 1825. La question de la dette ou de la rançon, c'est le point de départ de ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est la manière dont on va réenchaîner économiquement parlant un peuple qui s'est libéré par la guerre, par la force. Et donc le néocolonialisme est né en Haïti. Le panafricanisme est né en Haïti. Et entre ce panafricanisme et ce néocolonialisme, le soutien de Haïti à d'autres peuples révolutionnaires comme Simon Bolivar, et donc les liens avec le bolivarisme, fait que on comprend très clairement que le panafricanisme est un mouvement de libération, un mouvement révolutionnaire qui vise à faire en sorte que des peuples noirs qui se sont libérés doivent aider d'autres peuples noirs à se libérer. Et c'est pour ça que les esclavagistes avaient extrêmement peur de la diffusion de la révolution haïtienne dans le bassin caribéen et aux États-Unis, et que donc les puissances occidentales, États-Unis, France, Angleterre, Espagne, vont se coaliser contre Haïti dès le départ et constituer ce qu'on appelle aujourd'hui la, entre guillemets, communauté internationale. Et donc le panafricanisme est né en opposition et en rupture à cette communauté internationale dont l'un des instruments est précisément le néocolonialisme. Maintenant, tout au long du 19e siècle, Haïti produit sa propre histoire, ses propres conflits, ses propres enjeux, ses propres dynamiques. Et à partir de la fin du 19e siècle, il y a une nation, une identité, une diplomatie haïtienne, un État haïtien qui est constitué, dont l'existence a été censurée dans les pays occidentaux, notamment en France. Il faut attendre l'histoire de la révolution socialiste française par Jean Jaurès pour entendre parler de Saint-Domingue dans un livre d'histoire de France. Mais en parallèle, Haïti produit ses propres intellectuels. Des Louis-Joseph Janvier, des Anténor Firmin, des Benito Sylvain et quelques autres qui vont jouer un rôle essentiel dans la revalorisation de l'Afrique. On peut citer effectivement l'essai sur l'égalité des races humaines de Anténor Firmin en 1885, qui, bien avant Cheikh Anta Diop, montre l'antériorité des civilisations négro-africaines et qui, dès cette époque-là, s'inscrit également dans une vision géopolitique qui est celle du panafricanisme, qui est celle d'expliquer que, par exemple, à niveau égal, les Noirs sont tout à fait capables également d'arriver au même niveau que les autres, et donc il n'y a pas d'infériorité congénitale à travers notre identité. 1885, c'est l'année où la conférence de Berlin est mise en place sur le continent africain, c'est-à-dire le partage de l'Afrique entre les puissances occidentales, qui ont bien vu que l'Amérique leur a échappé, et dans la décolonisation des indépendances qui ont lieu dans les Amériques, il faut toujours se rappeler que Haïti est la deuxième indépendance dans les Amériques après les États-Unis, mais c'est surtout la première décolonisation de l'histoire de France, et c'est une décolonisation qui s'est faite dans le cadre d'une guerre d'indépendance comme aux États-Unis, mais une guerre contre le système colonial. Et donc Haïti, d'une certaine manière, est un laboratoire de ce que les puissances coloniales ne veulent plus connaître lorsqu'elles arrivent sur le continent africain. Et donc, il faut limiter les liens, les influences entre Haïti et l'Afrique. Or, précisément, l'enjeu du panafricanisme, c'est de reconnecter la diaspora avec le continent africain. Et ce travail va être fait par des intellectuels, par des diplomates, par des entrepreneurs haïtiens et caribéens, également afro-américains, dont l'un est Benito Sylvain. En 1896, vous avez la bataille d'Adwa, le 1er mars 1896. L'Éthiopie résiste et écrase l'Italie, préserve son indépendance. C'est le seul État qui maintient son indépendance en Afrique dans ce contexte-là.
et Benito Sylvain se rend à Addis Abeba pour rencontrer l'empereur Ménélique II. Et dès ce moment-là, il explique à l'empereur qu'il est important que les 3 États dirigés par des Noirs à ce moment-là, donc Haïti, le Libéria, qui a été créé par les États-Unis justement pour opposer un contre-modèle à Haïti, et enfin l'Éthiopie, s'unissent pour défendre les intérêts des Noirs du monde entier qui sont menacés. Et donc là, on rentre vraiment dans dans un leadership de Haïti qui prend une initiative, je dirais, diplomatique et géopolitique de réunir des nations souveraines dans le but qu'elles défendent au niveau international l'ensemble des peuples africains, l'ensemble des peuples noirs. Et c'est entre 1896 et 1900 qu'il y a un certain nombre de rencontres et d'échanges épistolaires entre ces différentes figures qui aboutit à la conférence panafricaine de Londres en 1900, à laquelle Benito Sylvain, donc qui est un Haïtien, est en même temps le représentant de l'Éthiopie. Ce qui veut dire que un Haïtien de la Caraïbe a été dans une conférence internationale fondatrice du panafricanisme, le représentant officiel, le mandataire officiel d'un pays africain. Et ça, c'est quelque chose qui est très significatif. Moi, je viens du Bénin. Je me rappelle que nous avions une présidente de la Cour constitutionnelle qui s'appelait Concepcia Ouansou, qui était haïtienne, ce qui veut dire que pendant très longtemps, c'est une haïtienne qui était garante de la Constitution du Bénin. C'est quelque chose, je pense, qui est très significatif, qui montre en fait les liens, comme à l'époque de Benito Sylvain, entre le fait que quand on est haïtien, quand on est africain, c'est la même chose d'un point de vue diplomatique et géopolitique, à travers justement la perspective du panafricanisme. Donc cette première génération de militants, de leaders haïtiens, afro-américains, africains, caribéens joue un rôle essentiel dans la construction du panafricanisme. Tout le 19e siècle, c'est Haïti qui a grandement porté ce projet-là. À partir du 20e siècle, l'État d'Haïti connaît effectivement de plus en plus, je dirais, de tentatives de recolonisation. Il y aura l'occupation américaine en 1915, qui est une occupation, je pense, très importante, puisqu'elle s'inscrit aussi évidemment dans cette idée d'effacer l'histoire de Haïti, dans cette idée de détruire également les éléments de résistance culturelle africaine que l'on peut trouver en Haïti, et de cibler précisément la culture, l'histoire, la mémoire, la conscience haïtienne comme étant un élément qui empêche l'exploitation économique de ce territoire-là. Et donc c'est dans ce contexte-là que la référence à l'Afrique qu'on va retrouver chez des figures comme Jean Price-Mars, ou même les solidarités qu'on va retrouver chez d'autres figures comme Jacques Romain, vont participer dans l'entre-deux-guerres à la constitution du courant de la négritude. C'est Aimé Césaire, dont nous commémorons aujourd'hui les 17 ans de la disparition, qui a clairement dit que Haïti est le lieu où la négritude s'est mise debout. La négritude est née en Haïti. C'est là que le peuple noir s'est mis debout et a revendiqué son humanité. Il a revendiqué son humanité en faisant de l'identité noire une identité de nationalité et non pas une identité ethnique, comme le système capitaliste et esclavagiste et colonialiste nous avait racialisé à travers la couleur de peau. C'est-à-dire que c'est à travers le regard du maître, à travers son exploitation économique, qui nous a d'une certaine manière négrifiés. Et l'intérêt de Haïti, c'est d'avoir abordé la question de la race, la question de la couleur de peau, dans une optique que l'on pourrait appeler d'une certaine manière décoloniale. Et c'est quelque chose qui peut servir, par exemple, dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui a connu l'apartheid, qui s'est constitué en puissance économique à partir du pouvoir blanc, et dont on voit la difficulté aujourd'hui de la bourgeoisie noire qui a hérité de ce pouvoir économique blanc, de comprendre la nécessité de déracialiser la question du pouvoir économique. Donc il y a dans, je dirais, la construction du modèle haïtien, de la référence à Haïti, des éléments culturels, des éléments économiques, des éléments politiques et des éléments géopolitiques. Donc la négritude en fait partie. Ce sont également des Haïtiens ou Haïti qui, dans l'imaginaire d'un certain nombre d'intellectuels, va jouer dans l'entre-deux-guerres un rôle moteur. Il y a évidemment la résistance à l'occupation américaine, qui est une occupation brutale, militaire, violente, destructrice et prédatrice.
qui amène pas mal d'auteurs de la Harlem Renaissance à louer la mémoire de Haïti. On a des poèmes sur Toussaint l'ouverture, sur Dessalines. On a une référence à Haïti qui est constante dans les imaginaires. Et on a également des références culturelles et artistiques autour de différents peintres qui vont s'inspirer de Haïti, de la culture haïtienne. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Haïti, dès le 19e, 20e siècle, est ce qu'on appelle une puissance culturelle panafricaine. À l'échelle du territoire, il y a très peu de pays qui ont produit autant de musiciens, d'artistes, d'intellectuels, d'écrivains, de poètes, de romanciers que Haïti. C'est une puissance culturelle panafricaine. On trouve à peu près la même chose dans quelques autres îles de la Caraïbe, ce qui montre encore une fois le fait que dans la Caraïbe, les Blancs, pour le dire de manière brutale, n'ont culturellement rien produit. Tout l'élément culturel de la superstructure provient en grande partie de l'Afrique, un peu également des migrations indiennes et chinoises, mais en grande partie de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, un élément dans le panafricanisme qui fait que quand on pense l'Afrique, on regarde aussi Haïti. Et le regard, il est très important. Tout à l'heure, je parlais du Libéria. Le Libéria est créé pour rapatrier les Noirs qui sont libres aux États-Unis. Parce qu'il y a la crainte pour les esclavagistes américains de voir le modèle de Haïti inspirer les Noirs libres au niveau des États-Unis. Puisque dans la Révolution haïtienne, il y avait des Noirs libres comme Toussaint l'ouverture et il y avait des esclavagisés. Et donc, le Libéria est le contre-modèle de Haïti avec un projet colonial des Afro-Américains qui sont envoyés pour coloniser un territoire et qui vont d'une certaine manière persécuter en partie les autochtones. Haïti n'est pas dans ce modèle-là puisque dans le contexte même de la renomination du territoire, on donne au pays libéré l'appellation originelle des autochtones Haïti. Alors que dans la vision coloniale, lorsque vous prenez le contrôle d'un territoire, vous lui donnez le nom de votre territoire d'origine. C'est pour ça que les Anglais de York ont appelé New York, les Hollandais ont appelé à l'époque New Amsterdam, Nouvelle-Séville, Nouvelle-Orléans, etc. Mais Haïti ne s'appelle pas Nouveau-Bénin, Nouveau-Dahomey, Nouveau-Sénégal, Nouvelle-Afrique. Les fondateurs ont redonné à ce territoire-là son identité endogène. Et ça, je pense que c'est une approche profondément africaine. La question de la sémantique, le respect des ancêtres, le respect du territoire dans lequel on se situe. Un autre élément important par rapport donc à cette géographie du panafricanisme qui se constitue à ce moment-là, c'est le fait que Haïti est un État indépendant et donc les Haïtiens vont s'engager à travers le monde. Ils vont porter le principe de la solidarité internationale. J'ai parlé de Benito Silva en Haïti. J'ai parlé de la solidarité avec Simon Bolivar pour libérer la Grande Colombie, ce qui explique pourquoi le Venezuela, l'Équateur et la Colombie ont en fait le drapeau d'Haïti avec une couleur jaune en plus. Quand vous regardez ces trois pays, c'est le drapeau d'Haïti. Il y a juste la couleur jaune qui a été rajoutée, ce qui montre que ces pays-là sont fondés en réalité par Haïti ou sont cofondés par Haïti. D'où la nécessité d'une solidarité réelle du Venezuela, sous l'époque notamment de Chavez et du bolivarisme, de la Colombie, de l'Équateur avec Haïti, une solidarité historique. Dans ce contexte-là, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les processus d'indépendance s'accélèrent sur le continent africain, on va voir de plus en plus d'Haïtiens s'installer en Afrique. On en verra aussi beaucoup au moment de l'arrivée de la mise en place des Duvalier, partir en exil dans des pays africains et participer à la naissance des nouveaux États africains. On en verra dans la Guinée de Sékou Touré, au Congo de Lumumba, au niveau du Sénégal, dans un certain nombre de pays, des Haïtiens vont participer à la naissance des nouveaux États africains indépendants. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. La capacité, je dirais, à s'engager de manière solidaire pour une autre nation autre que la sienne, tout en gardant précisément la référence à Haïti. Tout à l'heure, je parlais du regard que l'on fait sur l'Afrique. Je disais que pendant un certain temps, lorsqu'il fallait regarder l'Afrique, il fallait regarder Haïti parce que Haïti avait su préserver des cultes, des traditions, des langues, des formes de gastronomie qui avaient même disparu en Afrique du fait de la colonisation. Parce que ce qui a été apporté dans cette île
a ensuite été effacée du continent africain. Et donc, quand on regarde l'Afrique, on regarde Haïti. Et ensuite, Haïti a elle-même regardé l'Afrique. Et en parallèle, ce regard entre Haïti et l'Afrique va se dédoubler à travers la question de la diaspora haïtienne et notamment son implantation aux États-Unis, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des regards croisés entre l'Afrique, entre Haïti et entre l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis, qui posent des questions sur quel est le modèle de référence de ce monde panafricain, de ce monde noir. Et c'est en ça que la diaspora haïtienne a un rôle éminemment important à jouer pour se reconnecter avec la question du panafricanisme et faire en sorte de mieux porter son regard vers justement cette histoire et vers les références africaines et panafricaines de solidarité internationale. C'est des points que je pourrais développer un peu par la suite, mais la question du regard est très importante parce que quand on cherche une référence pour le monde noir, pendant très longtemps ça a été Haïti, puis ça a été l'Afrique, puis c'est devenu dans pas mal de cas les Noirs américains. Et les Noirs américains ont une influence particulière sur le reste du monde noir qui n'est pas sans poser un certain nombre de problématiques. Avec l'indépendance des États africains et l'indépendance notamment du Ghana de Kwame Nkrumah, donc c'est lui qui ramène en fait le panafricanisme en Afrique, la diaspora va être écartée du projet panafricain. Et donc quand l'Organisation de l'Unité africaine est créée en 1963, elle exclut la diaspora, ce qui est paradoxal et contradictoire parce que le panafricanisme est né dans la diaspora, il est né en Haïti. Mais Haïti n'est pas membre fondatrice de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est une organisation continentale. Et donc là, on a quelque chose qui est de la schizophrénie parce que dans les questions que pose le panafricanisme, il y a la question du retour en Afrique. Or, quand vous êtes en Afrique, vous ne vous posez jamais la question du retour en Afrique. Donc, quand vous êtes en Afrique, vous ne vous posez jamais une des questions centrales du panafricanisme et donc vous êtes à côté de la plaque. La deuxième question centrale du panafricanisme, c'est le racisme. Et quand vous êtes en Afrique, la majorité est noire, la question du racisme ne se pose pas. Mais quand vous êtes un Haïtien, même en Guyane, même en Martinique, et qui plus est aux États-Unis, au Canada ou partout, cette question du racisme, elle vous suit. Et c'est une question fondatrice du panafricanisme. Donc on voit bien que on a transplanté un mouvement de libération né dans la diaspora, dans un contexte historique précis, avec des questions précises, sur le continent africain, sans y ajouter précisément la problématique de ces territoires de la diaspora qui sont partie prenante du projet panafricain parce qu'ils en sont fondatrices. Et donc l'un des enjeux, c'est comment effectivement on reconnecte Haïti et plus généralement la diaspora avec le continent africain. Alors les militants panafricains ont toujours dit, il faut que Haïti et la diaspora fassent partie de l'Afrique en tant que 6e région. C'est ce que Malcolm X proposait quand il a créé l'Organisation de l'Unité afro-américaine en 1964. C'est ce qui a été posé lors du 6e congrès panafricain de Dar es Salaam en 1974. Mais il faudra attendre les années 2000 pour que l'Union africaine décrète la diaspora comme 6e région du continent africain. Et c'est dans ce contexte de décret de la 6e région comme du continent africain, comme la diaspora, que Haïti, effectivement, a posé sa candidature pour intégrer l'Union africaine, mais n'a pu intégrer l'Union africaine comme membre à part entière, mais uniquement comme membre observateur. Ce qui pose un certain nombre de problèmes et ce qui pose aussi des incohérences sur le plan géopolitique. Cela s'est fait dans la période qui suit à peu près le séisme de 2010. On a vu aussi la solidarité d'un certain nombre de pays africains vis-à-vis d'Haïti. Je pense notamment au Sénégal qui avait accueilli des étudiants haïtiens, qui avait mis au place aussi une sorte de solidarité, on va dire, humanitaire. Mais ça interroge aussi sur, je dirais, la manière dont l'Afrique, pendant, je dirais, 40 à 50 ans, a été évincée de la diplomatie et de la géopolitique haïtienne. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut bien comprendre que Haïti, qui est partie prenante de la géopolitique africaine, du fait des circonstances de sa naissance, a été totalement euro-américanisé du point de vue justement des questions diplomatiques. C'est-à-dire qu'il y a une mainmise sur Haïti qui a été faite par les États du Nord, de la même manière que ces États du Nord ont fait par exemple une mainmise sur la question
de la Palestine, qui au début était traité par les pays du Sud, mais lorsqu'on a mis en place les accords d'Oslo, ça a été capturé par les pays du Nord, qui sont incapables de trouver une solution à ce conflit, parce que la résolution de ce conflit n'est pas dans leurs intérêts. Et donc, c'est dans le cas similaire pour Haïti. Depuis les années 90 et les différentes péripéties, tout est fait précisément pour qu'il n'y ait pas de perspective panafricaine à une résolution ou à des tentatives de résolution de ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Et c'est dans ce contexte-là qu'effectivement, quand il y a eu la réclamation de Jean-Bertrand Aristide sur les 22 milliards en 2003, que l'Afrique du Sud soutenait, il y a eu ce coup d'État et on a vu en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès lors que un pays africain comme l'Afrique du Sud, qui a une légitimité, qui a une crédibilité, soutenait ce type de demande, ça devenait menaçant, inquiétant et problématique. Donc il y a toujours, je dirais, cette compréhension du fait que le panafricanisme est un mouvement qui est présent en Amérique, qui est né en Haïti, qui est présent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l'Ouest et en Afrique. Et donc c'est un mouvement qui quadrille l'espace du monde atlantique. Et donc si ce mouvement prend une dimension géopolitique, géostratégique, voire même militaire, c'est un mouvement qui peut clairement éteindre le système de l'OTAN. Voilà, donc il y a vraiment des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Si on enseigne à la jeunesse africaine, caribéenne ou même à la jeunesse noire de France que c'est une armée d'esclaves qui a vaincu l'armée la plus puissante de l'histoire de France, qui était celle de Napoléon, vous comprenez à quel point en fait le prestige, la peur ou la crainte qu'inspire quelque part la France tombe. Donc il y a des enjeux, je dirais, de décolonisation mentale, de libération, de vision géopolitique que le panafricanisme porte derrière l'histoire de la révolution haïtienne et derrière la place d'Haïti dans le panafricanisme. Alors, dans l'actualité directe, bon, vous avez vu effectivement que les Américains sont passés par le Kenya. Le Bénin aussi a été sollicité pour notamment envoyer des renforts ou des missions. Dans le cadre de différents montages qui ne sont vraiment pas forcément très clairs, pour régler la question que vous subissez, celle des gangs. Alors, je vais pas ce débat-là, je pense que chacun a ses positions et vous êtes sur place, vous vivez les choses, mais de notre point de vue, il y a une problématique, je dirais, à utiliser comme ça des pays africains dans un sens néo-impérialiste pour aller soi-disant régler une problématique qui est aussi entretenue par le système impérialiste. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait une véritable conférence panafricaine sur Haïti, qui ne traite pas uniquement de la question actuelle, mais des enjeux plus généraux, et que cette question est fondamentale. Je suis de ceux qui pensent, par exemple, que si l'Afrique doit avoir 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies, il en faut un nécessairement pour Haïti. C'est-à-dire que si l'Afrique a 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies, il est de son devoir de donner un des 2 sièges à Haïti. Parce que c'est précisément là qu'il y a besoin, je dirais, de redonner de la parole, de redonner de l'autorité, de redonner du respect, parce que ce sont les ancêtres de 1804 et de 1791 et même d'avant qui nous ont permis aujourd'hui de nous tenir debout. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, fait d'Haïti un lieu central, fondateur, fondamental du panafricanisme. Donc, voilà à peu près les quelques éléments, les quelques pistes que je voulais apporter, que je voulais livrer, donc dans le cadre donc de cette introduction. Merci.